Voici la traduction complète du script en français, français de France, fidèle au texte original, avec un style narratif naturel et fluide. Cette nuit-là, la gare routière n'avait plus qu'un seul départ. Carter Hayes serrait le dernier billet dans sa main. La seule façon de rentrer chez lui, auprès d'Audrey, sa fille de 8 ans qui brûlait de fièvre et peinait à respirer. Puis il vit une inconnue, manteau trempé, grelottant de froid, poussée hors de la file par la sécurité parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ses yeux ne suppliaient pas, ils montraient seulement du désespoir. Carter déglutit péniblement, s'avança, posa le billet dans sa main et tourna les talons. Carter Hayes avait 36 ans et travaillait de nuit comme technicien de maintenance dans un vieil immeuble de bureaux du centre-ville. Le salaire était maigre et le poste précaire. Chaque shift consistait à ramper dans des gaines de ventilation poussiéreuses, réparer des unités de chauffage en panne et faire semblant de ne pas entendre les cadres à l'étage se plaindre des gens comme lui. Il vivait dans un appartement loué à l'Est, le genre de quartier où les propriétaires ne réparent pas les fuites et où les voisins se mêlent de leurs affaires. Les murs étaient fins, le radiateur claquait, le loyer était toujours à 2 semaines de l'expulsion. Il était seul depuis 5 ans. Sa femme était morte dans un accident de voiture un matin d'hiver, semblable à celui-ci. Il n'en parlait pas souvent. Il y avait une tasse ébréchée dans le placard, encore tachée de son rouge à lèvres sur le bord. Un manteau accroché dans le placard qu'il n'arrivait pas à donner. C'était tout ce qu'il s'autorisait à se rappeler la plupart du temps. Audrey avait maintenant 8 ans. Elle avait les cheveux noirs de sa mère et la résilience silencieuse de son père. Elle avait aussi de l'asthme, du genre qui s'aggravait dès que la température chutait ou que l'air devenait humide. Chaque vague de froid était un compte à rebours. Chaque sifflement était un avertissement. Carter avait appris à reconnaître le son de sa respiration laborieuse au téléphone. La façon dont elle essayait de paraître courageuse, même terrifiée. Ce soir-là avait été une de ces nuits. Il venait d'être payé, mais l'argent était déjà promis ailleurs, facture médicale du mois dernier, loyer en retard, nouvelle ordonnance pour un inhalateur. Une fois tout déduit, il ne lui restait juste assez que pour un seul billet de bus. Pas de taxi, pas de VTC, juste le dernier bus de la nuit. La gare était presque vide. Les néons bourdonnaient et clignotaient au plafond. L'air sentait le gasoil et le béton humide. Les haut-parleurs crachotaient des annonces automatiques. Carter se tenait près du guichet, téléphone collé à l'oreille. À l'autre bout, Audrey toussait. Ce n'était pas une petite toux polie. C'était profond, rauque, le genre qui lui serrait la poitrine par empathie. « Je vais bien, papa, dit-elle. Il entendit le mensonge. Elle essayait d'être forte pour lui, comme il essayait d'être fort pour elle. Carter jeta un œil à l'horloge murale. 40 minutes. S'il prenait ce bus, il serait chez lui en 40 minutes. Il pourrait lui donner l'inhalateur. Il pourrait rester avec elle jusqu'à ce que le sifflement s'arrête. Il pourrait s'assurer qu'elle était en sécurité. « J'arrive, murmura-t-il. « Tiens bon. » Il raccrocha et expira lentement. Le billet était chaud dans sa main. Puis il entendit du mouvement près de l'entrée de la gare. La femme apparut d'abord du coin de l'œil, une silhouette floue de tissu sombre et de cheveux mouillés. Elle avait peut-être 32 ans, un visage épuisé mais pas vaincu. Son manteau était ordinaire et trempé, collé aux épaules. Ses chaussures étaient usées et sales, comme si elle avait marché des kilomètres. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui ne collait pas. Elle se tenait trop droite. Son regard était trop vif. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui demande de l'aide. Elle avait l'air de quelqu'un qui fait tout pour ne pas être reconnu. L'agent du guichet, un homme d'âge moyen nommé Otis, la fixait avec suspicion ouverte. « Pas d'argent, pas de billets, dit-il platement. La femme fouilla dans sa poche de manteau, n'en sortit rien, et son expression vacilla un instant, paniquée, puis disparut, remplacée par quelque chose de plus froid. « Je peux vous payer demain, dit-elle. Sa voix était calme, mais tranchante. « Bien sûr, marmonna Otis. Il fit signe vers la sortie. « Circulez. » Avant qu'elle puisse répondre, un agent de sécurité s'avança. Il s'appelait Bernie et avait l'air d'un homme qui aimait les petites démonstrations de pouvoir. Il lui attrapa le bras. Pas brutalement, mais assez fermement pour marquer le coup. « Vous avez entendu. Allez voir ailleurs. » Carter regarda la femme se faire escorter vers la porte. Elle ne résista pas, elle ne cria pas, elle se laissa simplement guider, le visage impassible. Mais quelque chose tomba de sa poche de manteau. Une carte en plastique.
Peut-être une pièce d'identité. Peut-être autre chose. Elle se baissa rapidement, la ramassa et la remit dans sa poche avant que quiconque puisse la voir. Les yeux de Carter se plissèrent. Ce n'était pas le geste de quelqu'un de négligent. C'était le réflexe de quelqu'un qui cache quelque chose. La femme leva les yeux vers le tableau des départs, ses lèvres remuant comme si elle lisait les horaires à voix basse. Elle connaissait le système, trop bien pour quelqu'un qui n'avait soi-disant ni argent ni plan. Et quand elle se tourna légèrement, Carter la vit éviter délibérément la caméra de surveillance au-dessus de la porte. C'était subtil, mais c'était là. Il reconnut quelque chose en elle. Pas son visage, pas sa voix, mais la façon dont elle se tenait quand Bernie l'avait poussée. La façon dont sa mâchoire s'était crispée, mais son expression était restée neutre. Il avait ressenti cela lui-même. L'humiliation d'être traité comme un moins que rien. L'épuisement de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Le haut-parleur crachota, dernier embarquement pour la ligne 12. Fermeture des portes dans 60 secondes. Carter baissa les yeux sur le billet dans sa main. Son pouce effleura les numéros imprimés. Il pensa à Audrey, au trajet de 40 minutes. À la façon dont sa respiration avait empiré ces 10 dernières minutes. Puis il regarda la femme. Elle se tenait maintenant juste dehors, les épaules voûtées contre le froid. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas, elle était simplement là, comme si elle n'avait plus d'option et qu'elle était trop fatiguée pour s'en soucier. Carter sortit son téléphone et rappela Audrey. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « Papa, salut, ma chérie, comment tu te sens? Je vais bien. Une nouvelle quinte, plus profonde. Tu rentres bientôt. » Il ferma les yeux. « Ouais, presque. » D'accord. Sa voix était si petite. « Je vais bien, papa. Vraiment. » Elle mentait. Il le savait, et elle savait qu'il le savait. Mais ils faisaient semblant tous les deux, parce que c'était ce qu'ils faisaient. « Je serai là bientôt, dit-il. Il raccrocha. La femme était toujours dehors, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Le moteur du bus démarra. Carter regarda le billet une dernière fois. Puis il se dirigea vers la porte. Bernie était toujours près de l'entrée, bras croisés. Il ricana en le voyant approcher. « Tu vas rater ton bus, mon gars. » Carter l'ignora. Il sortit et marcha droit vers la femme. Elle leva les yeux, surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un venait vers elle au lieu de s'éloigner. Il lui tendit le billet. « Prenez-le. »« Quoi, le bus? Prenez-le. » Sa voix était plate, définitive. Ne revenez pas. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis sa main se tendit lentement, comme si elle craignait qu'il le reprenne au dernier moment. Ses doigts se refermèrent sur le billet. Pourquoi? Carter ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons et de repartir vers la gare. Derrière lui, il entendit ses pas courir vers le bus. Il entendit les portes s'ouvrir en sifflant. Il entendit le chauffeur crier « Dernier appel ». Bernie éclata de rire. « Sérieux, tu viens de filer ton ticket ». Carter ne dit rien. Il regarda à travers la vitre la femme montée dans le bus. Elle s'arrêta en haut des marches et se retourna vers lui, le visage indéchiffrable. Puis elle disparut à l'intérieur. Les portes se fermèrent. Le bus s'éloigna, ses feux arrière s'estompant dans l'obscurité neigeuse. Otis secoua la tête derrière son guichet. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Carter sortit son téléphone et envoya un texto à sa voisine, Amanda. Elle était elle-même mère célibataire, elle comprenait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide. Il lui demanda de vérifier qu'Audrey allait bien. Elle répondit immédiatement, « J'y vais. » Il resta là un moment, fixant l'endroit vide où le bus s'était trouvé. Puis il remonta la fermeture de son manteau, releva le col et sortit dans la tempête. La neige tombait plus fort maintenant. Le vent traversait sa veste comme des lames. Le trajet à pied jusqu'à chez lui faisait 7 miles, peut-être 8 s'il prenait le chemin plus sûr sous le viaduc. Carter avait déjà marché dans de pires conditions. Il se dit que ça irait. Il se dit qu'il suffisait d'avancer. Les lampadaires clignotaient tandis qu'il avançait dans les rues désertes. La plupart étaient éteints. La ville réduisait les services depuis des mois, et ce quartier était toujours le premier touché. Carter gardait la tête baissée et se concentrait sur un pas après l'autre. Ses doigts étaient déjà engourdis dans ses gants. À mi-chemin du 2e mile, une voiture surgit de nulle part. Ses phares balayèrent la route verglacée trop vite, pneus dérapants. Carter eut à peine le temps de sauter sur le côté. Il heurta le tas de neige violemment, son épaule cognant contre la terre gelée. La voiture ne s'arrêta pas.
Elle ne ralentit même pas. Carter resta allongé un moment, le souffle coupé, fixant la neige qui tombait. Il se releva. Sa tête pulsait, son épaule le lançait, mais rien ne semblait cassé, alors il continua. Chez lui, Audrey empirait. Amanda était arrivée et avait trouvé la petite fille en train de lutter avec son inhalateur, les mains trop tremblantes pour appuyer correctement sur la cartouche. Amanda appela le 911, mais le standard répondit que les routes étaient trop dangereuses. Les ambulances étaient retardées. Le mieux était d'attendre. « Où est mon papa ?» murmura Audrey. « Il arrive, ma puce. Il sera là bientôt. » Mais la respiration d'Audrey devenait plus superficielle. Ses lèvres commençaient à pâlir. Amanda attrapa une couverture et l'enroula autour des épaules de la fillette, essayant de la calmer. « Respire lentement, d'accord. Inspire, expire, doucement. » Audrey hocha la tête, mais ses yeux étaient grands ouverts de peur. « Il va bien, oui, il est juste bloqué dans la neige. » Audrey regarda vers la fenêtre. Dehors, la tempête hurlait. Carter était plus près maintenant. Il distinguait les contours de son immeuble au loin. Ses jambes pesaient comme du plomb. Ses poumons brûlaient à cause du froid. Il était si concentré sur l'avancée qu'il ne vit pas la plaque de verglas noir. Son pied glissa. Il tomba, lourdement, sa tête heurtant le bord d'une marche en béton. Pendant un instant, tout devint blanc, puis gris. Puis il se retrouva allongé sur le dos, fixant le ciel, incapable de se rappeler comment se lever. Il entendit des pas. Quelqu'un criait. Un livreur nommé Finn, qui déposait des colis à proximité, l'avait vu tomber. « Eh, ça va ?» Carter essaya de répondre, mais sa bouche ne fonctionnait pas. Finn sortit son téléphone et appela les secours. Puis il s'agenouilla près de lui et continua à parler, essayant de le garder conscient. « Reste avec moi, mec. L'ambulance arrive. » Carter entendit les sirènes au loin. Il entendit le nom de sa fille résonner dans sa tête. Et puis tout devint noir. Dans le bus, Sarafina Blake était assise au dernier rang, le plus loin possible des autres passagers. Ses mains tremblaient encore. Elle les plaqua sur ses cuisses et essaya de respirer calmement. Le billet était toujours serré dans sa main droite. Elle le fixait comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès où elle n'avait pas encore été inculpée. Elle était la PDG de Blake Transit Group, le plus grand réseau de transport public de la ville. Elle avait passé les 3 dernières semaines à mener une enquête sous couverture sur sa propre entreprise. Les registres de maintenance étaient falsifiés, les inspections de sécurité sautées, l'équipement remplacé par des pièces bas de gamme, et l'argent économisé était détourné vers des comptes privés. Elle soupçonnait cela depuis des mois, mais les soupçons ne suffisaient pas. Il lui fallait des preuves. Alors elle avait disparu des radars, pas d'escorte de sécurité, pas de chauffeur, pas d'assistant, juste elle, une fausse identité et un plan pour emprunter chaque ligne du réseau jusqu'à trouver les failles. Ce soir, elle en avait trouvé une. Dépôt de la ligne 12, caméra mystérieusement hors service, gardes absents par commodité, vente de billets non enregistrés. Et puis quelqu'un l'avait reconnue. Elle ne savait pas qui. Elle se tenait près du bureau de maintenance, faisant semblant d'attendre un bus, quand elle avait entendu des pas derrière elle. Une voix basse et urgente, « C'est elle !» Elle s'était retournée, mais le couloir était vide. Le temps d'atteindre la sortie, on lui avait pris son téléphone, son portefeuille, sa pièce d'identité. On l'avait poussée par la porte de derrière et ordonné de disparaître. Si elle revenait, si elle parlait, il s'assurerait qu'elle le regrette. Sarafina n'était pas stupide. Elle savait ce que cela signifiait. Elle savait aussi qui était derrière. Clinton Ward, le directeur des opérations. Il poussait une politique de réduction des coûts depuis des mois, une politique qui privilégiait les profits à la sécurité. Elle avait résisté. Il avait souri et dit qu'il comprenait. Puis il avait commencé à monter un dossier pour la remplacer. Elle regarda par la fenêtre tandis que le bus roulait dans les rues sombres. La neige tourbillonnait contre la vitre. Elle pensa à l'homme qui lui avait donné ce billet. Il n'avait pas demandé son nom. Il n'avait rien demandé en échange. Il le lui avait simplement tendu et était parti, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle n'avait vu son visage qu'un instant, mais elle l'avait mémorisé. Les yeux fatigués, la veste usée, la façon dont il avait hésité avant d'avancer. C'était un homme qui avait sacrifié quelque chose d'important, et elle avait besoin de savoir pourquoi. Plus encore, elle avait besoin de le retrouver.
Parce que dans une ville pleine de gens qui détournaient le regard, qui suivaient les ordres, qui baissaient la tête, lui avait fait quelque chose de différent. Il avait choisi d'aider, et si elle voulait faire tomber Clinton Ward, elle aurait besoin de gens comme lui. Son assistant, Rosalind Pierce, devait probablement la chercher maintenant. Rosalind était intelligent, efficace, et loyal à Clinton. Sarafina le soupçonnait depuis des semaines, mais ce soir l'avait confirmé. La façon dont Rosalind avait oublié de mettre à jour son agenda. La façon dont l'équipe de sécurité avait été réaffectée. La façon dont ses codes d'accès avaient cessé de fonctionner. Sarafina appuya sa tête contre la vitre froide. Elle était fatiguée, elle était en colère, mais par-dessus tout, elle était déterminée. Ce n'était pas fini. Carter se réveilla dans un lit d'hôpital. Sa tête était bandée, son épaule immobilisée. Les néons au plafond étaient trop vifs. Il cligna des yeux, désorienté, et tenta de se redresser. Doucement. Une infirmière apparut à son côté et le repoussa doucement. « Audrey, murmura-t-il, où est ma fille? Elle va bien, elle est stable. » Les médecins ont stabilisé sa respiration. Le soulagement le frappa si fort qu'il faillit s'évanouir à nouveau. « Je peux la voir, dans un petit moment. Reposez-vous d'abord. » Mais Carter ne se reposa pas. Il fixa le plafond et pensa à la facture qui s'accumulait à chaque minute passée ici. Il pensa au billet de bus qu'il avait donné. Il pensa à comment il allait payer tout cela. La porte de sa chambre s'ouvrit. Une femme entra et, pendant un instant, Carter ne la reconnut pas. Elle portait un manteau élégant, propre et sec. Ses cheveux étaient attachés. Elle ne ressemblait en rien à l'inconnu désespéré de la gare routière, mais ses yeux étaient les mêmes. Derrière elle se tenait un homme en costume coûteux. Il se présenta comme Elias Grant, avocat. Sarafina s'avança et posa quelque chose sur la table de chevet. Le billet de bus. Il était encore froissé là où elle l'avait serré. Et la suite du texte original s'arrête ici, donc la traduction s'arrête également à cet endroit.